Bonjour Maître Bachili. Bonjour. Une réunion du comité stratégique du M5 RFP s'est tenue le 3 mars dernier pour débattre de griefs que 6 de ses dirigeants, dont vous-même, avez notifiés par lettre. Êtes-vous sorti satisfait à l'issue de ces débats qui auraient été houleux? On ne saurait le dire. Nous ne sommes pas sortis satisfaits, il faut être franc. Aucun de nos griefs n'a reçu une réponse claire et nette. Or, ces griefs tendaient quand même à restituer au M5 RFP, notamment au comité stratégique, son rôle dynamique, son rôle de proposition, son rôle d'interrogation sur l'avenir, pour qu'on puisse, comme dans une sorte d'exercice, se projeter vers un Mali nouveau avec une anticipation de toutes les réflexions et de toutes les actions qu'il faut mener à cet effet-là. Donc, pour dire les choses clairement, on n'a pas répondu à nos griefs. Nous sommes sortis, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne voyons pas comment, dans une telle situation, on pourrait dire qu'une réponse a été apportée à nos griefs. Nous comprenons que vous n'avez pas eu gain de cause. On n'a pas eu gain de cause, mais nous pourrons dire que nous avons été écoutés. Même si quelque part, nous avons eu le sentiment qu'on a traîné les pieds avant de le faire. Vous savez, c'est une lettre qui date de janvier, je crois le 7 janvier 2022, et nous avons été répondus le 3 mars, presque 3 mois. Nous avions l'habitude dans le comité stratégique du M5 RFP de réponses beaucoup plus rapides, surtout lorsqu'il s'agit de questions de divergence. On a souci d'aplanir le plus rapidement possible ces divergences pour pouvoir travailler dans la sérénité et dans la compréhension mutuelle des uns et des autres. Mais le fait même qu'on ait traîné les pieds montre qu'il n'y avait pas souci de traiter rapidement nos griefs. Donc en entrant, nous étions prêts à comprendre qu'ils n'allaient pas tout de suite nous donner satisfaction. Parce que tout simplement, le délai dans lequel les réponses sont arrivées sont des délais qui ne sont pas des délais habituels de réponse au comité stratégique. Et je pense que très souvent, lorsqu'il y a des voix discordantes, on commence à voir apparaître ces délais-là. Nous avons le cas des jeunes. Il y a des jeunes qui ont soulevé des griefs, même contre ceux-là qui, en leur non-siège au comité stratégique, et qui ont eu à dire tout simplement que c'est les mauvaises personnes qui siègent là-bas. Et que dans les communes, ceux qui font les mobilisations ne sont pas ceux-là qui sont en train de parler en leur nom. Donc ils ont dit, mais nous voulons qu'on revoie la question, nous voulons qu'on en débatte. Mais depuis cette lettre est là-bas, elle est comme tombée pas dans une poubelle, mais en tout cas, elle s'est égarée en cours de chemin, elle n'a pas été examinée et aucune réponse n'a été apportée aux jeunes. Alors faut-il croire qu'au comité stratégique, c'est désormais la pratique de soigner le palu en cassant le thermomètre? Ça, je ne le dirai pas, mais on n'est pas loin de le penser. Vous faites le constat d'une divergence profonde au sein du comité stratégique sur ce que doit être le M5 RFP aujourd'hui. Oui. Quelles sont les deux visions qui s'affrontent dans le M5 RFP, notamment sur le rôle qui doit être le sien? Il y a deux visions profondément divergentes. La nôtre, nous pensons que nous fondons sur l'expérience que nous avons acquise au comité stratégique de produire des idées, de produire des solutions, de produire quelque chose qui nous permet d'avancer dans la lutte. Et nous l'avons prouvé. On était face à un régime qui venait de gagner son deuxième mandat, qui incarnait toutes les institutions de la République. Et il a fallu que nous débordions d'imagination et d'initiative pour continuer à mobiliser l'opinion publique et pour affaiblir ce régime jusqu'à son départ. Cela n'aurait pu arriver que parce que si nous n'étions pas dans la dynamique
qui était la nôtre à l'époque. Donc nous voulons continuer dans cette dynamique, sortir de cette paralysie, de cette léthargie, de cet endormissement, de ce ronronnement d'une victoire déjà acquise, mais dont nous ne savons pas trop quoi en faire. Voilà, c'est que nous voulons être toujours comme un incubateur de l'avènement du Mali, quoi, de demain. Il ne s'agit pas de gérer au jour le jour les problèmes quotidiens de l'État. Il s'agit d'innover et de structurer l'innovation de manière à constituer vraiment un pas de qualité, un bon géant vers un autre pays, un pays beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus confiant, beaucoup plus rassuré par rapport à son avenir, parce que cet avenir n'est pas laissé au hasard. Alors, c'est notre vision. Il dira, l'autre vision, c'est quoi? L'autre vision, c'est tout simplement que le M5 RFP a perdu de cette autonomie qui lui était propre et qui constituait l'essence du principe même de son existence. Le M5 est devenu comme une sorte de caisse de résonance du gouvernement. Le M5 faisait des réunions avant d'être au gouvernement. Maintenant, le M5 fait des rencontres où on lui rend compte de ce que le gouvernement fait. C'est des rencontres, c'est pas des débats, c'est des rencontres où certains membres du M5, désormais investis dans des fonctions auprès de l'État, viennent vous dire ce qu'ils font. Mais ils l'ont fait sans vous concerter. Ils ne sont pas venus discuter avec vous. Sur quelle base ils ont agi, ils ne vous le disent pas. Ils viennent seulement vous dire, prenez acte de ce que nous allons vous dire sur ce que nous avons fait dans nos bureaux, ou en tout cas dans les réflexions faites dans leurs bureaux là-bas. Donc moi, je n'appelle pas ça des réunions où il n'y a pas de débat. J'appelle ça de simples rencontres où tout simplement, certains viennent faire le point de ce qu'ils ont fait, sans que vous ayez même l'opportunité de juger du bien fondé des actions qu'ils vous révèlent ou qu'ils vous disent. Voilà les deux visions qui sont profondément antagoniques. Nous voulons être réinvestis dans notre rôle premier de force de proposition. Le M5 doit être cette force de proposition, cette force qui nous fait développer notre capacité de prendre en charge l'identification réelle et profonde des problèmes qui ont amené notre pays au bord de ce gouffre et de proposer des éléments de solution appropriés, adaptés à cela, sans qu'on tombe dans l'habituel compte-rendu des réunions qui n'en finissent pas et qui ne produisent rien d'autre et qui ne servent qu'à mettre en scène, j'allais dire, des personnages. Est-ce qu'ils sont des personnages de solution ou des personnages de représentation? Allez-y le savoir, mais le M5 se garderait bien d'entrer dans cette nébuleuse de la représentation seule et creuse par rapport à l'État. Le M5 veut avoir son identité propre, sa démarche propre, pour appuyer le gouvernement. Il veut bien que le gouvernement lui rende compte. Il veut bien que le gouvernement le consulte avant de prendre certaines décisions. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu. Un cadre d'échange avec le gouvernement. Et avant le gouvernement, d'ailleurs, on avait dit le CNSP aussi, donc avec la présidence. Tout cela parce que nous pensons que chacun de nous a un rôle à jouer, chacun de nous a ses attributions et chacun doit les assumer pleinement sans chercher à accaparer les attributions d'autrui. Or, tout le monde connaît la réalité. Un Premier ministre, surtout dans un pays en crise comme le Mali, n'a pas du tout du temps. Il doit pleinement s'occuper de la gestion de l'État et du gouvernement.
et ne saurait s'occuper de la même manière de la gestion d'un comité stratégique qui lui aussi doit avoir absolument beaucoup de temps pour réfléchir et apporter les solutions à la crise, à sa façon, des solutions politiques, des solutions sociales. On doit le faire et on doit proposer ces solutions au gouvernement pour enrichir le propre travail du gouvernement. Mais on ne saurait tout simplement, j'allais dire, vivre de façon timide à l'ombre du gouvernement pour en recevoir l'écho des actions. Non, ça c'est tuer le M5-RFP, c'est pas le faire vivre. Or, tous les membres du comité stratégique qui sont passés du côté du gouvernement, y compris l'actuel Premier ministre, sont tellement pleinement occupés. Tiens, au moment où nous vous parlons, nous sommes en train d'enregistrer, on avait une réunion à 17h, je crois, à 17h30. La coordination du M5 qui marchait comme il fallait, on coordonnait un peu toutes les activités au sein du M5, de la jeunesse du M5, du mouvement des femmes. Cette coordination, puisqu'elle est tenue par un membre du gouvernement, en 9 mois ne s'est réunie qu'une seule fois. Alors dites-moi si vraiment le M5 marche. Il est facile de dresser ce type de constat, ça ne marche pas, mais on ne le dit pas. Donc est-ce que le M5 n'est pas pris en otage du gouvernement? Pour servir à quoi? Pour servir aux membres du M5 dans le gouvernement, un faire-valoir de ceux qui ont une force politique derrière et une force politique qu'il faut respecter, alors que cette force politique est en train de s'époumoner et de s'essouffler, alors qu'elle a cessé d'exister pour n'être qu'un lieu de tintamarre et de cris de foi de certains qui veulent se dresser derrière des portraits d'hommes. Et il n'y a plus question du Mali, il est question des hommes qui sont du M5 et du gouvernement. Vive un tel, vive un tel, vive un tel. Oh là là, le Mali en a connu des mouvements comme ça pendant des années. Tous les chefs en ont eu, les premiers ministres. Quel est celui qui n'a pas eu de fan club ici? Où sont ces fan clubs? Ils ont disparu en même temps que ces premiers ministres ont disparu. Il va en être pareil. On va crier aujourd'hui, vive le Premier ministre d'aujourd'hui. Si demain il n'est pas là, il n'y a personne pour dire son nom. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que le M5 envisageait la gouvernance au Mali? Je crois que non. Voilà, donc les deux visions sont campées. Nous ne sommes pas dans cette vision de permettre que le gouvernement soit comme un vampire qui boit le sang du M5. Non. Qu'il soit comme un cannibale qui mange le M5 et que nous devrions engraisser le gouvernement pour dire que voilà, le gouvernement, le M5 pour sa nourriture. Le M5 n'est pas le bouclier du gouvernement. Il faut cesser de le croire. On est un partenaire. On n'est pas le bouclier du gouvernement. Le gouvernement qui s'occupe du Mali. Et il y en a suffisamment à faire pour que le M5, ceux du M5 qui sont là-bas, s'occupent réellement du Mali, qu'ils fassent confiance comme on leur a fait confiance dans le M5-RFP pour leur donner les postes qu'ils avaient, qui les ont conduits dans le gouvernement. Mais qu'ils fassent confiance aux autres et qu'ils laissent le M5 aux autres aussi pour que le M5 travaille. On est comme sur la sellette. Ils sont entre deux chaises, le M5 et le gouvernement, mais puisque le gouvernement leur importe plus que le M5, ils font semblant d'être dans le M5, donc une présence figurative, mais en réalité, les M5 se meurent parce qu'eux ne peuvent pas travailler, ils ne veulent pas laisser les autres aussi prendre le M5 pour travailler avec. C'est cela la divergence, il ne faut pas qu'on se leurre.